Bonjour à toutes et à tous sur le podcast Kickstart Your Business. Aujourd'hui, j'accueille Aline François. Aline est une entrepreneuse qui cumule plusieurs activités globalement centrées sur l'écologie. Nous verrons comment cette mère de famille a pu réussir son aventure entrepreneuriale après 9 années passées dans le salariat. Son parcours illustre à merveille l'importance de 2 choses fondamentales. Premièrement, la passion que l'on a dans son domaine d'activité. Deuxièmement, l'intuition. La passion, l'amour que nous avons à exercer notre activité, sans cesse nous pousse vers l'excellence. C'est elle qui nous invite à sortir des rangs pour aller impacter le monde à notre manière. L'intuition, quant à elle, nous pousse à effectuer des actions dont le sens nous échappe parfois sur le moment, mais ne manque jamais de faire sens plus tard. Aline s'attarde également sur le Lean Startup. Le Lean Startup est une approche entrepreneuriale de terrain où l'on passe tout de suite à l'action pour évaluer immédiatement le potentiel de son idée. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le podcast, mais auparavant, je vous informe que je dispense une formation sur la création d'un message commercial efficace. Plus d'informations en fin de cette interview. Sans plus attendre, voici l'interview d'Aline François. Bonjour Aline. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Aline, toi, tu fais pas les choses à moitié car t'as pas qu'un seul business, tu en as plusieurs. Vas-y, explique-nous à tous nos auditeurs ce que tu fais. C'est difficile ce que tu me demandes. Le premier job que je me suis créé, c'est le job d'animatrice et c'est sous le nom Petite Marmite. Et là, j'aime faire des ateliers pour le public, mais aussi je travaille pour des administrations, pour des entreprises. Et donc, en tant qu'animatrice, je veux sensibiliser surtout à l'utilisation des couches lavables, faire découvrir un maximum d'outils de do-it-yourself en zéro déchet et un peu anecdotiquement, c'était le premier que j'ai fait, c'est le langage de signes pour bébé. En fait, c'est par là que j'ai commencé. C'est un peu... Maintenant, ça devient un peu bizarre au milieu de mes autres activités, mais c'est mon premier atelier et je le garde parce que je suis très attachée à ça. Voilà, donc ça, c'est ma première activité. Donc vraiment... atelier à but d'éduquer, en tout cas d'enseigner des choses nouvelles au vent. Donc le côté zéro déchet et plus les signes avec bébé. Et alors la deuxième partie alors, j'ai fondé en juin 2017 un webshop qui s'appelle zerodéchet.be. Le but de ce webshop, c'est de proposer des produits d'artisanat belge pour se lancer dans une démarche zéro déchet. Donc, avant de commencer, j'ai vu sur le marché beaucoup de produits qui venaient d'Asie ou des petits sacs en coton qui coûtaient pas grand-chose, mais je me disais, c'est quand même idiot de faire venir ça du Bangladesh, alors qu'on a quand même des personnes qui savent coudre chez nous en Belgique. Et donc, c'est parti de là, de ce constat. Et au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai découvert plein d'artisans qui avaient un savoir-faire ici local que j'ai voulu mettre en avant et aussi pouvoir équiper les personnes qui veulent se lancer en zéro déchet avec plein d'outils faits localement. Donc c'est assez engagé comme démarche. Enfin, Et toi-même aussi, j'ai cru comprendre que tu étais toi-même, tu fabriques aussi un objet qui est dans la lignée des zéro déchets, c'est aussi les Warpies. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Warpie ? Alors, bonne question. En composant le webshop, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre produit jetable ? Parce qu'on avait déjà des essuie-tout, on avait déjà des petits sacs en coton, plein d'autres choses. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'alternative au film alimentaire ou au papier aluminium. Et après, on a regardé ce qui existait sur le marché. On a trouvé une marque canadienne, une marque américaine, et puis une marque thaïlandaise. Ouais, donc pas très local tout ça, oui. Voilà, et donc on s'est dit, si on n'a rien en Belgique, on va le faire nous-mêmes, c'est pas grave. Et donc on a commencé dans notre cuisine avec 3 morceaux de tissu et un petit sachet de cire d'abeille qu'on a acheté au magasin bio du coin. Et puis chemin faisant, on a amélioré la recette, on a trouvé un format, on a trouvé un tissu et donc c'est
les premières pièces qu'on a vendues, c'était en août 2017. Et sur l'année 2018, on a vendu un peu plus de 10 000 pièces. Waouh. Donc, on va, parce que ici, les gens nous écoutent. Hein, je vais un petit peu décrire à quoi ça ressemble, comme ça les gens sont un peu une idée. C'est comme tu le dis, un morceau de tissu qui est enduit de cire d'abeille. Et alors, tu viens recouvrir le plat qui n'a pas de couvercle, là où tu mettrais d'ordinaire un film plastique. Et tu viens le réchauffer à la chaleur de tes mains, et c'est ça qui crée un petit peu le joint, étanchéité, et ça le fait prendre la forme du pot, si c'est un pot rond, si c'est un pot rectangulaire, hein, c'est bien ça. Voilà, oui, alors c'est un mélange, enfin c'est un morceau de tissu en coton qui est donc imprégné de cire d'abeille comme tu disais, mais il y a aussi notre petite recette secrète avec de la résine et de l'huile de jojoba pour avoir quelque chose de plus souple et plus autocollant que si c'est juste de la cire d'abeille. Donc c'est vrai que tout le monde me dit oui, mais moi je peux le faire moi-même à la maison. Tout à fait. Maintenant, ce résultat autocollant, c'est pas arrivé tout seul. Il y a un peu de recherche et développement. Oui, bien sûr. Alors, une des questions favorites que je pose également à tous mes clients, tous les clients que je suis, quel problème tu résous pour tes clients? Tu peux peut-être les trier aussi par activité. Par exemple, on peut parler de l'atelier signe, par exemple, petite marmite. Pour les signes avec bébé, alors soit j'ai des parents qui sont déjà informés, qui ont déjà lu et qui sont juste curieux et qui ont envie de voir, de tester par eux-mêmes, d'apprendre les signes et de se dire est-ce que je peux utiliser ça avec bébé, est-ce que ça a marché avec le mien. Et parfois j'ai des parents qui connaissent pas du tout, mais qui ont des enfants qui sont très expressifs ou qui pleurent beaucoup, on voit qu'ils sont frustrés, on voit qu'ils voilà, et donc qui essayent de chercher des moyens de s'exprimer, de communiquer différemment. Donc ma clientèle là, ça sera clairement des jeunes parents pour des enfants entre 4 et 1 an généralement. Voilà. Donc je fais toujours cet exercice-là. Donc toi, on pourrait résumer ça par ça permet une communication qui est déjà fort avancée avec son enfant, en fait bien avant l'acquisition du langage, vu que c'est basé sur des signes, quoi. Tout ça pour faciliter. Aussi, si on a des parents ici qui écoutent, on a fait l'expérience de retrouver son bébé au milieu de la nuit qui pleure et on ne sait pas trop quoi faire, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a soif, etc. Et imaginez-vous, il vous fait un geste. J'ai faim, j'ai soif, vous devez tout de suite savoir ce qu'il vous fait. Ça permet aux gens aussi, aux parents, d'être aussi beaucoup plus relax. Et puis, ça privilégie la relation avec son enfant et tout autre, quoi. Moi, je vois un petit peu ça comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien cerné un peu la chose. C'est exact. L'avantage d'utiliser les signes, c'est qu'au niveau psychomoteur, l'enfant est beaucoup plus développé qu'au niveau langagier. À partir de 8-9 mois, il est capable de reproduire des signes, alors que le langage... Enfin, les premiers mots apparaissent vers 1 an, mais c'est plutôt vers 18 mois où on entend vraiment bien, clairement, les mots. Et donc, c'est mettre à profit ce développement psychomoteur. Les enfants à 8 mois savent déjà faire coucou et savent déjà faire bravo. Pourquoi pas développer ce vocabulaire tout en continuant à leur parler. Ça ne retarde pas l'apparition du langage. Et alors, tout ce qui est... moi, en t'entendant comme ça, j'ai vu vraiment ça de cette manière-là. Donc, tu as la petite marmite avec les ateliers signes, mais après le zéro déchet, que ce soit en formation ou que ce soit à travers les produits que tu distribues et les Warpies dans la boutique en ligne, est-ce que tu as une idée des problèmes que tu résous pour ces gens-là? Pour tes clients? Oui, il y en a plusieurs. Il y a d'abord les clients plus spécialisés, c'est-à-dire... pour les couches lavables, par exemple. Parce que je t'interroge, excuse-moi, mais le but premier, moi je vois ça comme ça, tu m'arrêtes si je me trompe, des couches lavables, c'est quand même dans le sens de ne plus avoir ces déchets des couches traditionnelles, on est bien d'accord. Tout ça, c'est aligné avec la philosophie, j'essaye de produire le moins de déchets possible. Oui, et aussi, il y a un aspect santé et aussi économie. Ah oui, on n'a pas songé du tout à ça. Mais voilà. Oui, okay. Ça, c'est les 3 arguments que je mets en avant souvent lors de mes ateliers, que ce soit couche lavable ou même zéro déchet. C'est
réduisez vos déchets, donc un moindre impact sur l'environnement. On épuise moins de ressources non renouvelables. On va pouvoir avoir un impact sur la santé, généralement. En tout cas pour les couches, en tout cas pour plein d'autres aspects, mais on va être moins en contact avec des perturbateurs endocriniens, des parfums synthétiques. Il y a tout le côté santé aussi. Des résidus pétrochimiques. Et donc, il y a aussi un aspect au niveau des allergies. Il y a un énorme boom au niveau des allergies pour l'instant. Souvent, c'est résolu en utilisant ce type de produit. Et le dernier argument, ça va être économique. Et c'est vrai que quand on fait un calcul au global, on fait des économies en utilisant les couches lavables. C'est vrai qu'on a un investissement de base, mais que généralement, au bout d'un an ou deux, c'est déjà rentabilisé par rapport à des couches Surtout si on a plusieurs jetables. enfants, évidemment. Si on a plusieurs enfants, c'est doublement le cas, en effet. Ok. Je peux me permettre de résumer. Moi, je te vois un petit peu... Qu'est-ce que tu résous comme problème ? Moi, je te vois comme quelqu'un qui va vraiment faciliter la démarche vers... Il n'y a pas que le zéro déchet, mais c'est quand même un thème récurrent chez toi. Des gens qui peut-être n'osent pas forcément passer le pas, qui, dans leur tête, se disent « oui, je me rends bien compte qu'il y a un souci et qu'on va un peu dans un mur à ce niveau-là ». Mais ça requiert de la volonté de faire ça. Et les gens, parfois, ont des petites barrières psychologiques. C'est dur. Peut-être ça coûte cher de trouver une alternative zéro déchet. Voilà, tu es là un peu pour déconstruire ça. Et aussi, regardez, tu offres une technologie moderne qui est l'e-shop pour aller chercher des produits. Quel gain de temps par rapport à éventuellement faire la tournée de tous les petits artisans dont tu parles. Moi, je te vois vraiment comme ça, pour quelqu'un qui va faciliter cette transition. Oui, facilitatrice, ça me plaît bien. On m'a déjà qualifiée de slasheuse en éco-consommation parce que je sensibilise et parce que j'offre les outils et j'en fabrique moi-même. Oui, pourquoi pas. Moi, je m'attribue aucun titre. D'accord. C'est vraiment moi ce que je vois en prenant un petit peu du recul et que j'analyse un peu l'ensemble de tes activités qui, on pourrait penser qu'elles n'ont rien à voir entre elles, mais en fait moi je vois quand même quelque chose de très cohérent. Tout est cohérent en soi. Tout à fait, je suis d'accord aussi. Ok, question un peu piège. Oh. Quel est ton petit plus, tu crois, dans tout ce que tu fais, que ce soit les ateliers, etc., par rapport à quelqu'un qui, imaginons, ferait la même chose? C'est quoi ma magic sauce? C'est ça que tu veux dire? Eh bien, c'est parce que je suis super sympa. Non, généralement, j'ai un comportement très enthousiaste et dynamique et je connais très bien mon sujet. Donc, généralement, tout le monde repart avec dans un état, on est boosté, on a envie de le faire. J'ai les infos qu'il me fallait, c'est concret, c'est pratique. Je donne un maximum d'exemples pendant mes ateliers, un maximum d'exemples concrets qui s'appliquent dans la vie quotidienne de chacun. Et généralement, ça permet aux participants de se dire « Ah oui, ça s'applique chez moi, moi aussi je peux le faire. C'est pas si compliqué. » Je pense qu'on peut résumer tout ça en un mot. Je crois que tu es complètement passionné par ce que tu fais. Ah voilà. Et il n'y a rien... Exact. Je pars vraiment du principe, je trouve que c'est une des valeurs clés pour toute personne qui veut lancer une activité. Il faut qu'elle soit passionnée par son sujet. Dans des podcasts précédents, on a aussi discuté à propos de ce qui est la valeur, certains entrepreneurs ou même certaines philosophies en entreprise où on est en permanence en train de chasser l'argent, etc. Voilà, pour moi, l'entrepreneur qui va avoir du succès, il va d'abord aller chasser la valeur. Il va être en permanence en train de se dire mais quelle valeur je peux apporter à mes clients, et souvent c'est sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, ce qui est le cas, et je pense que c'est ça la source de toute l'énergie qui jaillit de toi comme ça et que finalement les gens reçoivent et gardent en eux finalement, et c'est ça qui est super cool quand tes clients travaillent avec toi. Oui, et c'est aussi très valorisant de voir que ça fait des petits partout. Ouais.
Et j'ai tellement de demandes, par exemple, pour les ateliers sur les couches lavables, que maintenant je fais des sessions de formation pour des nouveaux animateurs en couches lavables, parce que je peux pas tout faire, et ça m'intéresse pas de faire 3 ateliers sur les couches lavables par semaine. Et c'est un peu le but aussi, hein, c'est que ceci s'éparpille, que le mot se passe. Voilà, et donc c'est encore une double fierté de se dire, j'ai un impact sur des parents, mais j'ai aussi un impact sur des formateurs qui vont former d'autres parents, qui vont informer d'autres parents. Ah oui, ça fait un peu un effet exponentiel comme ça, et tout ça, tu peux dire, en fait, c'est moi qui ai démarré. Ça, je pense que le sentiment est vraiment chouette. C'est pour ça qu'on fait ce boulot, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Et alors, à un moment, je me suis dit, et si chaque bébé produit 1 tonne de déchets avec ses couches jetables, combien de parents j'ai déjà touché? Et alors, finalement, ça fait combien de tonnes épargnées? Je sais pas, j'étais entre 100 et 200 tonnes, et donc je me dis, waouh. Waouh, ouais. Ah, bravo. Ok. Est-ce que maintenant tu peux peut-être nous parler de ton parcours, les études que tu as fait? Est-ce que tu es passé par la case salariat? Vas-y, dis-nous tout. Comment est-ce que tu as pu en arriver là? En fait, je suis quelqu'un d'assez cohérent, sauf dans mon job d'employé. C'est-à-dire que j'ai fait ça s'appelait encore un graduat ou déjà un baccalauréat? Un baccalauréat à l'époque, je pense encore. Ou déjà, je ne sais plus. Bref, j'ai fait un baccalauréat en agronomie, option environnement. Oui. Et je suis sortie des études en 2006 et pendant 4 mois, j'ai cherché du boulot et j'ai jamais vu une annonce ou vu quoi que ce soit pour un baccalauréat en agronomie en option environnement. Il y a personne qui cherchait ce genre de profil à ce moment-là. Et donc, j'ai trouvé un job où ils cherchaient un scientifique avec un niveau graduat. Et donc, j'ai été employée pendant 9 ans dans le secteur de l'énergie. Ah oui. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris ce que j'aimais, j'aimais le travail, le contact avec mes collègues. J'ai appris ce que je n'aimais pas, la hiérarchie à outrance, la paperasserie à outrance aussi. Enfin, voilà. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup le néerlandais aussi, et le système qualité, plein de trucs. Et puis, ce qui est étrange, c'est qu'au bout de 6 mois, je savais déjà que je voulais pas faire ce job. Enfin, j'avais pas envie de le faire pour toute ma vie. Mais j'ai quitté qu'au bout de 9 ans. Sachant, qu'est-ce qui a donné l'impulsion pour dire qui t'a finalement dit voilà, j'arrête? C'était un concours de circonstances. Mais entre-temps, sachant que je ne voulais pas faire ça toute ma vie, je me suis formée. Et donc, j'ai suivi 2 ans de cours du soir en herboristerie chef d'entreprise. C'était en 2010. Donc ça, t'étais encore employée. Okay, oui. Les 2 dernières années? Non, ce n'est pas les 2 dernières années. C'était pas au milieu. Puis j'ai eu 2 enfants aussi. Ça occupe pas mal. Oui. Et j'ai déménagé un peu plus loin. Et donc, en rentrant de mon second congé de maternité... on m'a mis un peu sur une voie de garage, pas vraiment, mais j'avais déjà fait le tour de mon job. J'avais plus rien à y apprendre, j'avais rien à y ajouter, je pouvais plus être créative, voilà. Et voilà, un concours de circonstances fait que j'ai été licenciée, mais j'étais aussi contente d'être licenciée. Oui. Et alors là, tu t'es dit, je ne recherche pas un emploi. Je ne recherche pas un emploi. D'abord, je me suis pris 6 mois parce que j'étais épuisée par les trajets pour aller là-bas. Et j'avais commencé déjà 2 ans avant les ateliers de signer avec bébé. Donc, j'étais déjà un petit peu lancée. Tout petit peu. Et c'était vraiment dans mon idée, j'ai envie de développer ces ateliers et voir comment ça marche. Et puis j'ai fait des calculs. Et il y a un calcul qui me reste, c'est si je dois vivre de mes ateliers signés avec bébé.
Combien d'heures tu vas travailler? Et Combien d'ateliers tu vas devoir faire? On a tous fait ce calcul-là. Voilà, j'ai fait le calcul. Et donc, il fallait que j'anime 15 ateliers par semaine. Oh, c'est énorme. Enfin, avec juste un couple à chaque fois. Mhm. Et donc, je me suis dit, mais non, ça va pas aller, quoi. Il va falloir diversifier les activités parce que je peux pas faire que ça. Sinon, de toute façon, au bout d'une semaine, j'en pourrais plus de raconter toujours la même chose. Et donc, je me suis dit, il va falloir bosser, hein, il va falloir se former. Donc, je me suis formée en portage, entre autres. Je me suis formée... j'ai enfin bidouillé des ateliers sur l'herboristerie, cherché des lieux aussi, enfin se créer un réseau de participants. C'est très très difficile. Les premiers, à chaque fois, ça tombait à l'eau parce que j'avais pas assez de participants. Mhm. Donc c'est assez frustrant au début. Et généralement, aussi les premiers lieux qu'on fréquente, c'est jamais les bons. Et à un moment, il y a un espèce d'alignement des planètes. On a le bon endroit, le bon moment, et les gens arrivent. Ça y est. Ouf. Alors la voilà, tu suite. faisais un petit peu la suite. Comment t'es partie de ces petits ateliers jusqu'à maintenant? Eh bien, j'ai donné mes ateliers sur les couches lavables à la maison de naissance de Namur. Et là-bas, on m'a dit, t'es branché, seconde main, couche d'occasion, on ferait bien une bourse de puriculture et des couches lavables d'occasion. Ok, j'ai pris une copine sous le bras et on a organisé ces bourses. Un peu façon à la Ligue des familles, mais voilà, juste surtout axé couches lavables et portage. Et en fait, ça a super bien marché. Donc, il y a eu vraiment une réflexion de me dire, ces couches lavables, ça marche hyper bien. Il y a une vraie demande autour des couches lavables. Et donc, une de mes premières idées, c'était monter un magasin de puriculture d'occasion, façon dépôt-vente, surtout axé couches lavables. Et enfin, voilà. Oui, ouvrir un magasin, il faut investir, il faut beaucoup de... Oui. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus... Voilà. Par contre, ce que j'avais observé lors de ces 2 bourses aux couches lavables, c'était... j'avais proposé des 10 démaquillants d'une copine créatrice et des lingettes pour les fesses de bébé d'une autre créatrice que je connaissais. Ça a super bien marché. Wow. Donc voilà. Et d'où la réflexion de se dire, ça, c'est des chouettes produits. Mm-hmm. Comment je peux faire pour les mettre en avant? Et donc... C'est là que, progressivement, j'ai fait un programme de start-up pendant 6 semaines avec Creative Wallonia. Mm-hmm. Ça s'appelle Startup Camp, pendant 6 semaines. Et donc, je suis arrivée avec cette idée de magasin d'occasion. Et qu'est-ce que tu as appris là-bas, dans ce fameux Startup Camp, pardon? J'ai appris 1000 trucs super. Ouais, c'était vraiment cool. En 6 semaines? C'était vraiment cool. Quel genre de personnes t'as rencontré là-bas? C'était... assez chouette parce que dans notre groupe à Namur, on était, je pense, 8 porteurs de projets ou 8 projets différents. Parfois, il y a des équipes de 2. Et c'est pas par chance ou par hasard, je sais pas. On était tous un peu axés développement durable, économie d'énergie, économie d'eau et enfin... développement de produits sans pétrochimie. Vous étiez tous dans cette même état d'esprit. Oui, entre les participants. Et puis les coachs ont été aussi formidables. Et donc on a appris des notions de Lean Startup. Et donc, tu peux expliquer aux gens, parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent et qui se posent exactement les mêmes questions, genre j'ai une super idée, comment je la pousse, comment je me forme, où je vais. Et ça peut être intéressant de s'attarder un peu sur le sujet. Alors, le Lean Startup... Ça veut dire quoi, ça? C'est un terme un peu fumeux, explique-nous. Lean, ça s'écrit L-E-A-N. Et je suis pas la meilleure experte pour en parler, mais... Dis juste, ce truc-là, ça te permet de faire quoi? Ou qu'est-ce que ça t'a appris, tout simplement? Le Lean Startup, ça m'a appris à tester le marché immédiatement. Dès qu'on a une idée... Est-ce qu'il y a des clients pour ce service? Est-ce qu'il y a des clients pour mon projet, pour mon article, pour mon truc? C'est aller droit au client. C'est monter un site web en 2 heures avec un générateur de site web très facile, avoir une barre, faire une petite campagne de pub Facebook et voir s'il y a des clics, voir s'il y a des gens, s'il y a un public. C'est ce qu'on appelle un MVP.
Tu connais ça? Non, dis-moi. C'est un minimum viable project. Ok. Product. Et ce qui est génial comme approche, je trouve, c'est qu'on ne se prend pas la tête avec des études de marché, des statistiques, etc. C'est de la pure expérimentation. Tout à fait. Et à tous les projets, tous mes produits, l'Evrapi, le zéro déchet.be, tu as testé comme ça. Tout a été testé comme ça. Et maintenant, dès qu'il y a une nouvelle idée ou une nouvelle démarche ou ce genre de choses, je teste le marché. Et concrètement, tu fais quoi ? Tu fais un petit site vite fait, bien fait, une petite pub Le MVP, c'est une façon de tester son business sans investir 1 euro ou le moins possible. Et ça a été mis en place par, je pense, la première personne qui a voulu faire un magasin en ligne de chaussures. Ça n'existait pas, c'était à la fin des années 90, je crois, ou au début des années 2000. Et lui, il voulait pas acheter un stock de chaussures pour les avoir tous sur les bras. Pour tester ça, oui, bien sûr. Et donc, ce qu'il a fait un accord avec le magasin de chaussures en bas de chez lui. Il a mis en ligne, pris en photo 6 modèles de paires de chaussures. Il les a postés sur son site web. Et quand il y avait une commande, il allait acheter les chaussures chez le magasin de chaussures d'en bas et il le mettait dans une boîte et il l'expédiait, quoi. Donc, c'était une façon pour lui de voir est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'acheter des chaussures en ligne. Ouais. À la place d'acheter un grand stock. Bon, voilà. Et c'est répétable à l'infini pour plein de modèles de business. Oui. Ça, c'est assez bien parce qu'il y a pas mal de gens qui soit veulent démarrer quelque chose et n'osent pas. Et ça permet déjà aussi de faire un premier pas. Et même si ça foire, moi je trouve qu'on apprend déjà pas mal de choses dans le process. Si par exemple vous savez pas faire un site web, voilà, c'est l'occasion d'apprendre comment faut faire. C'est pas très compliqué. De nos jours, franchement non. Franchement, vous avez des outils. Voilà. Ça, voilà, petite parenthèse. Pour tous ceux qui se font un petit film dans leur tête en disant ah non, je veux pas faire un site web, c'est compliqué moi-même, j'ai passé 3 heures, 3000 heures, machin. Non, c'est pas vrai. Il y a moyen de monter ça en une demi-journée très facilement. Oui, avec des outils comme Strikingly, je parle très mal. Weebly aussi, ça marche bien. Oui, moi j'utilise Wix aussi. Wix aussi, mais je sais que, je sais pas si c'est encore le cas, si Wix est bien référencé maintenant. Oui, non, il propose un SEO comme tous les autres sites. Parce que c'était pas le cas avant. Voilà, donc Wix aussi, c'est très facile à utiliser. Voilà. Les miens, c'est avec WordPress, mais c'est moins simple. Oui, c'est un peu plus compliqué, oui. Mais voilà. Et donc voilà, on a un petit peu expliqué la manière dont tu t'étais lancé. Voilà, tout simplement passer à l'action. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir en fait. Il faut un moment, il faut se retrousser les manches et il faut y aller. J'observe beaucoup d'aspirants entrepreneurs qui veulent avoir d'abord un site parfait ou voilà, c'est ça. avoir une page parfaite et tu es sûr que je mettrais bien cette couleur-là comme fond et je veux un logo parfait et d'abord des cartes de visite avant de parler de moi. Non, franchement, il faut arrêter. Il faut fixer une date. Ouais. En fait, la meilleure façon, comme moi j'ai fait pour créer mes ateliers, c'est je savais que j'avais envie de faire un atelier sur les couches lavables. Alors, j'ai fixé une date dans mon agenda. J'ai créé un événement sur Facebook, par exemple. Je l'ai mis en ligne sur mon site web. Et puis, je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai une deadline. Je suis obligée de travailler. Je suis obligée de préparer cet événement parce que je l'ai fixé. Il y a des gens qui l'attendent. Donc, voilà, je me mets moi-même un coup de pied aux fesses en m'imposant une deadline. Parce que si on attend qu'on ait fabriqué les supports et la com et les slides et tout ça avant de lancer la date, mais on le fera juste jamais parce qu'on n'a pas de deadline. Ouais. Donc, moi, c'est quelque chose qui marche aussi personnellement. J'adore un peu en parler à mes proches en fait. C'est pourquoi, parce qu'après ils vont demander, je vais les revoir après dans quelques semaines, ils vont dire finalement ton projet ça se passe comment? Et puis après tu vas regarder tes pompes en disant je suis au même point qu'il y a 3 mois ou il y a 6 mois et ça tu te dis non, moi c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est exactement le même principe, le même principe psychologique. Tu parlais aussi de ne pas se prendre la tête, de voler le site parfait, de passer 3 heures sur le choix de la police ou des choses comme ça. Tu connais pas la loi de Pareto par exemple? C'est celle avec les 80 et 20%, bien sûr. On est complètement là-dedans. À fond. Les gens se perdent dans les 80% qui au final n'amènent que très peu d'impact, très peu de résultats. Hein. C'est ça. Donc,
Donc pour les auditeurs, 20% d'efforts font 80% des résultats. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Et c'est la même chose en construction d'ailleurs. Oui. Mais je pense que là où il faut faire le travail, c'est d'identifier ces fameux 20% d'actions qui vont amener les 80% de résultats. Et ça, parfois, c'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un qui va venir justement te mettre ça en pleine figure. Est-ce que toi, tu as eu des gens, est-ce que parmi ton accompagnement là, dont tu as parlé, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont parlé de ça? C'était un peu la philosophie, justement, prônée par ce Starter Camp, hein, c'est ça? Startup Camp. Ouais. Oui, là, j'ai eu des coachs qui venaient du BEP et de Creative Wallonia. Et donc, eux, ils nous ont aidés à cibler quel est notre personnel, quel est notre client, quel est le profil de notre client, quels sont ses besoins, ses attentes, et aussi mon projet, qu'est-ce que c'est? C'est quoi tu connais les cercles, hein, le why, how, hein, c'est ça. Voilà. Et donc, on a dû vraiment faire une réflexion et un peu de travail de développement personnel pour savoir comment est-ce qu'on répondait à ce why, à ce une fois de plus, on n'a pas d'image ici, mais juste un petit résumé sur ça pour ceux qui connaissent pas. Les gens font souvent l'erreur d'expliquer, en tout cas quand ils essayent de vendre quelque chose ou simplement leur activité, ils commencent à expliquer quoi, donc toutes les caractéristiques de leur produit, éventuellement un petit mot sur le comment, et ils abordent même pas en fait finalement le pourquoi est-ce qu'ils font cette activité. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est commencer par ça. Pourquoi est-ce que tu fais cette activité-là? Comment est-ce que tu le fais? Et le résultat, soit le service ou le produit. Ça forme déjà un tout cohérent, et puis je trouve raconter de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile après pour raconter une belle histoire, parce que y a le pourquoi, et les gens finalement ils sont sensibles à ça. Tout à fait. Ils sont sensibles à ça. On dire une belle histoire pour raconter notre produit, ça séduit plus. On reprend un peu ton histoire. Tu as un peu une technique ou quoi pour aller chercher tes nouveaux clients? Comment est-ce que quelle est ta principale source qui va t'attirer des clients, tu penses? Le référencement sur le web. Oui, clairement, oui. Oui, ça c'est pas très amusant évidemment, mais la chance d'avoir déniché zerodéchet.be, c'est quand même ça me donne une force de frappe. Tu veux dire ton nom de domaine? Le nom de domaine, oui. Oui, ça, je peux dire. Ça. Tu l'avais déjà acheté il y a des années, ou tu l'as racheté à quelqu'un? Non, ça existait. Non, pas du tout. Il était disponible au mois de mai 2017. Par chance, par hasard. Parce que tu étais quand même une des premières. Allez, ce mot zéro déchet, c'est quelque chose que moi j'ai entendu quand même récemment, mais en 2017, c'était relatif. En 2007, pardon. 2017. Oui. C'était quand même quelque chose de relativement neuf. Ça a apparu dans le vocabulaire à partir de 2014, quand c'est la franco-américaine Bea Johnson a sorti son livre qui a intitulé Zéro déchet. Voilà. Tu as une stratégie publicitaire et tu as été formé un petit peu parce que tout ce qui est business sur Internet, e-shop, etc., c'est quand même un monde, je trouve personnellement, un petit peu particulier, qui requiert aussi des connaissances particulières en matière de publicité. Je ne sais pas si c'est des choses que tu fais, référencement, on en a parlé. Oui, référencement, on fait. Je veux dire que pour l'instant, moi je suis très satisfaite du trafic que j'ai. Ici en 2018, j'ai eu environ 500 commandes. Ça me satisfait complètement. J'attends pas à ce que... mon but, c'est pas de devenir le numéro 1 du... je pourrais... c'est plutôt d'offrir des solutions à des personnes qui sont sensibles. Et voilà, j'ai pas beaucoup d'ambition pour ce webshop. Il vit très bien, il est bien référencé. J'ai des clients tous les jours maintenant. Je commençais avec... quand j'avais une commande par semaine au début, j'étais super contente. Maintenant, voilà, on est plutôt à une par jour. En période de fête, ça peut monter à 15. Donc ici, en décembre, on a beaucoup travaillé. Mais oui, si on a un grand stock d'un article, on peut faire la publicité sur Facebook. Il n'y a pas à dire, c'est méga efficace. Super. Mais quand on fait une publicité sur Facebook, il faut clairement travailler sur la tranche, la cible.
Le ciblage, tu dis que c'est le point le plus difficile. Tu as été formé t'as reçu ou alors tu as juste expérimenté Oui, j'ai expérimenté. Je connais assez bien le public qui me suit quand je fais un peu une analyse sur les fans de la page. Ouais. Et donc, je cible. En fonction de ça. Voilà. Ok. Ça a l'air super simple quand t'expliques, c'est génial. C'est très simple. C'est pas compliqué. Je peux te montrer si tu veux. Mais oui, je ferai peut-être des publications à ce sujet. On va passer à un autre sujet, parce que tu as dit que tu avais combien d'enfants, rappelle-moi? 2 enfants. Comment t'arrives à gérer tout ça, tous ces business avec la vie de famille et tes enfants et ton mari, etc. Parce que je pense que c'est aussi des questions les questions que les gens se posent aussi, des mamans ou même des papas qui ont des enfants, se disent voilà, si je lâche mon job, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais gérer aussi, je vais devoir travailler comme un malade. Vas-y, dis-nous. Voilà. Y a pas de secret, c'est difficile. Hein. Maintenant, je prends comme temps de travail tout le temps qu'il passe à l'école et je vais pas les chercher à 3h20. Hein. Enfin, pour faire des journées productives et suffisantes, il reste parfois à la garderie, jusqu'à 5h, 5h30, ça arrive. C'est pas grave. Ils adorent y aller, donc c'est bien. Mais est-ce que c'est fondamentalement différent de l'époque où tu étais salarié ? Non. Finalement, non. Finalement, c'est ça finalement qu'il faut retenir. Hein. C'est un peu la même chose, excepté que parfois j'ai des appels téléphoniques pendant quand j'ai les enfants ici le mercredi après-midi. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'en ai eu plein. Mais je le signale à la personne qui me téléphone. Oui. Je suis avec mes enfants, c'est mercredi après-midi, c'est normal. Oui, c'est... Aussi, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est la tranche entre le moment où je vais les chercher à l'école et au moment où ils se couchent. Ça leur est uniquement consacré. Et aussi à faire les repas, évidemment. Mais j'essaye de pas aller consulter mes mails ou de pas consulter Facebook ou de pas. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai virées. C'est pour ça que je me suis aussi débarrassée de mon smartphone. Je suis revenue à un téléphone de grand-mère, comme j'appelle ça, justement pour éviter cette pollution dans ma vie privée. Mais je trouve ça, moi, exceptionnel, justement, d'avoir des périodes qui sont 100% consacrées à son business, et le fait aussi d'avoir une échéance. Tu dis, voilà, je sais bien que je dois aller rechercher mes enfants à telle heure, je les conduis à telle heure, j'ai une fenêtre de 5-6 heures, ou même moins. Quelque part, là, on a toute la concentration et on avance. On a peut-être dans l'absolu moins d'heures, mais je pense à certaines personnes qui peut-être s'ennuient ou quoi à leur travail et qui pour faire un truc qui prend juste 5 minutes, ils prennent 2 heures, quoi. Et mine de rien, je crois que ça apporte une certaine aussi satisfaction quand on arrive à faire un gros travail finalement en peu de temps. Je sais pas si tu raisonnes un peu comme moi dans ce principe-là. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'adore me mettre une cocotte minute, une vraie cocotte, là, que tu remontes, là, pas le smartphone. Je dis, voilà, t'as 45 minutes. Parfois, c'est des périodes très courtes et ça me fait une grosse concentration. Vraiment, là, oui, comme tu dis, on jette le smartphone, mode avion, tout ce que vous voulez, et je gratte sur une feuille de papier si je dois faire une tâche, n'importe laquelle, ou juste rassembler mes esprits, ou juste me poser la question, quelle sera la prochaine étape. Voilà, et là, c'est des périodes de grande concentration, c'est aussi important. Et donc, tu décris la méthode tomate, c'est ça, J'ignorais que ça s'appelait comme ça. La méthode tomate, c'est travailler avec l'inventeur de ça avait une petite un minuteur de cuisine. C'est ça que je... de tomate. Ah oui. Donc, il propose des sessions de 20 minutes, lui. Vraiment, mais alors de concentration intense. Moi, je suis un peu dispersée, c'est-à-dire que comme j'ai beaucoup d'activités différentes, et en plus, aussi, quand on travaille à la maison, on a toujours une lessive à mettre tourner, un lave-vaisselle à défaire, et puis il faut aller nourrir les poules. Et voilà le facteur. Et voilà. Et donc, j'aime beaucoup travailler de la maison, mais j'aime aussi m'en éloigner. Et donc, un de mes trucs, c'est d'aller travailler dans un coworking ou dans un café avec un accès Internet, quoi. Ouais. Et je dois dire que les espaces de coworking, c'est vraiment bien parce qu'on se sent entouré par plein de gens qui sont un peu dans la même
état d'esprit et dans le même problématique que soi. Et parfois, on rencontre des personnes exceptionnelles donc, qui peuvent devenir des partenaires ou nos clients, ou on devient leur client. Ou voilà. Donc ça, c'est assez cool. Ah ben voilà, là tu me tends une perche pour la prochaine question. Tu parlais de rencontres, tu parlais de networking. Ouais. Quelle vision tu as sur ça, tout ce qui est réseau? Tu en as déjà un peu touché un mot quand tu as démarré, parce que tu t'es dit oui, il y avait juste les bonnes personnes au bon moment, et puis voilà, la sauce a pris. Mais si tu étais restée toute seule dans ton coin, ça n'aurait jamais marché, je pense. Non, c'est vrai que je dois dire que je suis pas très très fan et pas très pas très à l'aise dans les rencontres networking classiques. Venez prendre un verre après 5 heures, on va faire un after work. Ok, déjà après 5 heures, pour moi c'est moisi. Les enfants aussi, voilà. Oui. Et puis généralement, si je tombe sur un groupe de gens que je connais pas, mais moi c'est pas du tout dans mon caractère d'aller vers les gens. C'est curieux, hein. Je sais, mais je pense que beaucoup de monde sont un petit peu aussi un peu comme toi, et il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont réussi malgré un caractère un peu plus introverti, et ça ne t'a pas empêché de rencontrer quand même les bonnes personnes. Voilà, alors justement, moi je me suis, à la place d'essayer de fréquenter des milieux qui me correspondaient pas, j'ai essayé de trouver justement un réseau d'entrepreneurs, de personnes qui avaient un profil un peu comme le mien. Et donc, je me suis inscrite à la SBL des mompreneurs. Les mompreneurs, c'est un réseau de mamans entrepreneurs. Et il y a un peu tous les profils, c'est-à-dire qu'il y a des porteuses de projets ou des mamans qui font un peu de couture après leur journée, et voilà, qui ont un petit statut d'indépendant complémentaire, ou même qui n'ont aucun statut, hein, peu importe. Et puis il y a aussi des chefs d'entreprise avec plusieurs personnes dans leur entreprise qu'elles ont fondée. Enfin, donc mais on a tout ce profil de mamans entrepreneurs qui avons du mal à concilier notre vie privée et notre business. Et on a vraiment beaucoup de choses à partager. Là, ça marche très bien. C'est encore via Facebook, hein. C'est des groupes d'échange. Et puis, il y a des rencontres en vrai aussi. Et des événements communs. Ça, c'est des moments géniaux parce qu'on se rend compte qu'on peut aussi être toutes clientes les unes des autres et mettre en valeur les talents de les talents de personnes qu'on apprécie. Et donc, quasiment, mes cadeaux de Noël, ils viennent quasiment tous de mon prénom, par exemple. Ce que je retiens un peu, c'est on dit voilà, faut réseauter. Il faut pas oublier qu'il y a maintenant, avec les réseaux sociaux, beaucoup de types de réseaux différents. Ouais. Et chaque mouvement, on va dire, va attirer des catégories d'entrepreneurs différents. Il y a tout à fait moyen de trouver son compte. Voilà. Les mompreneurs, c'est un peu classique maintenant. Enfin, classique, non, c'est un peu particulier plutôt. Maintenant, il y a d'autres moyens de réseauter. Les coworking, c'est une bonne idée. C'est aller travailler, rencontrer d'autres entrepreneurs. Aller faire 1 heure par-ci, 3 heures par-là, aller rencontrer des gens, bien sûr. Voilà. Et il y a plein d'autres types de réseaux. Il y a le réseau pour les mamans, pour les femmes entrepreneurs. Il y a aussi le phare ou le réseau Diane de chez l'UCM. Je les connais pas très très bien. Maintenant, voilà, je ne dis pas que je n'irai jamais. Je vais voir, peut-être. On essaiera de mettre quelques liens vers des mouvements un peu dans ce style-là, voilà. dans la description. Un truc que je t'ai pas dit, on a parlé du Startup Camp que j'ai suivi, mais un peu après, je me suis inscrite dans une coopérative d'entreprise qui s'appelle Azimut. Tu connais Azimut ? Non. C'est un peu comme Créa Job ou Jobin, ou voilà, c'est un peu comme une couveuse d'entreprise, sauf que c'est une coopérative d'entreprise. Et là aussi, j'ai eu pendant 14 jours des formations avec des porteurs de projets. Et donc, rien que de les avoir rencontrés, c'était aussi se créer un peu un réseau, plus les formateurs. Donc ça, c'est aussi un des réseaux que j'exploite. Enfin, j'exploite pas. Voilà. Si, que tu utilises. Hein. Que j'utilise. Et c'est grâce à Azimut que maintenant, je fais des belles factures. Parce que ils me prêtent leur numéro d'entreprise pour que je puisse facturer. Donc, ok. Voilà. Oui, on n'a pas encore le projet de la SPRL est en chantier, ça va arriver. Hein, mais...
un truc à la fois. Ce que je remarque quand même dans ton parcours, c'est que tu as quand même pris le temps de dire ok, je prends les choses en main et tu as quand même décidé de ton propre gré d'aller vers des gens qui en savent plus que toi et de te former. Ouais. Tu penses que tu t'aurais pu y arriver toute seule ou c'était une étape indispensable? Non, je pense pas que je serais arrivée toute seule. Parce que je serais toujours en train d'attendre chez moi en disant est-ce que quelqu'un veut mon service? D'où l'importance d'avoir. Je pense que fondamentalement, peu importe que ce soit un mouvement, le start-up, le start-up camp, que ce soit Azimut, que ce soit une couveuse d'entreprise, que ce soit quelqu'un d'autre, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui va être une personne ressource, qui va peut-être aussi te donner la petite tape dans le dos en disant vas-y quoi. Ouais. Oui, avoir quelqu'un qui est déjà dans l'entrepreneuriat et qui n'est pas juste. Enfin, c'est un peu stigmatisant, mais il y a parfois des personnes qui se disent coach en entrepreneuriat, mais qui n'ont encore rien entrepris ou qui n'ont aucune expérience dans une vision de commerciale ou dans une vision. Voilà. Et qui se déclare coach, ça j'aime pas. Je me méfie très fort. Ça, il y a toujours eu des charlatans, il y en aura toujours. Ah oui, bien sûr. Ok, on va terminer par 3 questions récurrentes que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un livre préféré qui t'a vraiment fortement influencé ou une rencontre avec une personne particulière? Il y a le livre de Bea Johnson, plus le fait que j'ai été la voir, celle qui a écrit Zéro déchet. Le bouquin Zéro déchet. Tu as été la voir physiquement? J'ai été la voir physiquement. Elle est venue en conférence en 2016 ou 2010 non, 2016. En Belgique? Ici à Namur, okay. Et puis elle est revenue d'autres fois, mais j'ai pas été la voir. J'ai aussi un bouquin qui s'appelle L'éloge de la lenteur, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est hyper drôle parce que quand je l'ai lu, j'ai envoyé un tweet en disant j'ai adoré de lire L'éloge de la lenteur. Et ce monsieur Cardonnery a répondu à mon tweet. « merci, ça me fait très plaisir. » Il a vu ton tweet? Parce qu'il y avait peut-être le nom de son livre et il a été notifié et il l'a vu, quoi. Mais non, je l'ai pas. J'ai pas mis de hashtag, donc il a vraiment fait une recherche sur. Je sais pas, il a un robot en permanence qui cherche après ça. Et ça parle de quoi ce livre? L'éloge de la lenteur, ça parle. C'est rigolo parce que ce bouquin, je l'ai trouvé dans une boîte à données, enfin une boîte à livres, et donc c'est un peu par hasard que je suis tombée dessus. Ça parle du fait que notre société, et ça a été écrit il y a 10 ans, et c'est encore beaucoup plus le cas maintenant, on est au tout de suite, à la rapidité, à l'immédiateté, on n'a aucune patience, et que ce soit un peu dans tous les domaines. Et dans le bouquin, il fait plein de rencontres, et c'est rigolo parce qu'il raconte la rencontre avec des spécialistes dans, par exemple, l'alimentation à la place du fast-food. Il va dans un petit resto italien où il met 4 heures à se faire servir. Mais c'est d'un délicieux et prendre le temps de manger, ça change tout. Donc, j'aime beaucoup sa façon d'écrire déjà, mais aussi de déconstruire des habitudes quotidiennes. Pourquoi rouler un peu plus vite que la vitesse permise? C'est vraiment. C'est aussi une remise peut-être en question sur finalement tes habitudes et des habitudes qui ne sont pas forcément saines ou qui vont induire sur nous un stress. Conduire vite, c'est stressant. Hein, c'est vrai que c'est peut-être une manière aussi de réfléchir à ses actions pour faire les choses un petit peu plus, on va dire, détendues. C'est aussi un recentrage sur soi-même, peut-être. Tout à fait. Mais voilà, c'est deux des bouquins que j'ai beaucoup aimés. Maintenant, je ne peux pas dire que c'est vraiment ceux-là qui m'ont lancé dans mon entrepreneuriat. Mais c'était aussi une question qui t'ont influencé personnellement. Ça m'a... Oui, tout à fait. Deuxième question. Imaginons que je te donne une machine à voyager dans le temps et qu'est-ce que tu aurais à dire à Aline de 20 ans? Aline de 20 ans. T'imagines pas à quoi je ressemblais.
Mais Aline de 20 ans était déjà quelqu'un d'entrepreneurial parce que j'avais choisi à l'époque de prendre des responsabilités. J'étais présidente d'un cercle étudiant. Ah oui. Et c'est pas parce que j'étais la reine de la bière, c'est aussi parce qu'il fallait quelqu'un pour prendre en charge ce cercle. Et je me suis dit, attends, personne ne veut le faire, moi je veux pas que ça crève, moi je veux le faire. Donc, quelque part, elle y est. Qu'est-ce que tu aurais... Est-ce que le but de cette question, c'est de voir si tu pouvais revenir en arrière. Donc, je dis Aline des 20 ans pour dire un chiffre, mais ça aurait pu être aussi la Aline qui est restée 9 ans à travailler. La question, évidemment, que j'ai un petit peu par rapport à ce que tu nous as expliqué, c'est est-ce que tu serais sortie du salariat plus tôt ou des choses comme ça? Je sais pas, parce que quand je fais mon petit bilan, c'est tous les choix que j'ai faits qui me font que je suis où je suis. Si j'avais pas choisi de faire ces études-là, si j'avais pas choisi d'aller à tel endroit à tel moment, j'en serais pas où j'en suis. Et ça n'aurait pas forgé la Aline d'aujourd'hui qui fait ce qu'elle fait aujourd'hui. Tout à fait. Parce que avant, si j'avais réussi d'autres études ou si j'avais choisi de faire la communication ailleurs, j'en serais d'office pas ici. Enfin, tu n'aurais rien à lui dire alors à la Aline. Si, je pourrais quand même lui dire de faire confiance à son instinct. Et la première idée, la première intuition est souvent la bonne. Souvent, la première idée que j'ai est la bonne. Et parfois, je me remets en question. Quelqu'un d'autre me dit quelque chose. Et je fais pas comme j'avais pensé. Et en fait, non, ma première idée était la bonne. Okay. Donc, fais-toi confiance, tu sais le faire. Super message, merci. Est-ce que tu as un petit proverbe ou une citation qui te représente ou qui te tient à cœur? Ouais, il y en a plein, mais souvent, quand je les répète, je fais des fautes dedans en les citant. Et donc, soit le changement que tu veux de ce monde, je sais pas, ça c'est Gandhi. Voilà, il n'y en a pas qui me viennent spontanément. Un message en tout cas plutôt d'impact en fait. C'est soit ce que tu dis de Gandhi, soit c'est le aussi... changement que tu désires dans ce monde. Ouais. C'est faire à chacun à son échelle. C'est l'histoire du colibri de Pierre Rabhi finalement. C'est moi, je suis pas capable moi-même de faire changer le monde entier. Maintenant, je suis capable de changer moi et l'impact que j'ai moi sur l'environnement qui m'entoure. Donc, voilà, chacun à son échelle. Et aussi, ce que j'aime aussi bien, c'est une chose à la fois. Le plus facile d'abord. C'est quelque chose que je dis souvent en atelier. C'est il y a beaucoup de choses à faire pour se lancer dans le zéro déchet. Non, mais une chose à la fois. Une chose à la fois, bien sûr. Pression. Faut être indulgent avec soi-même, c'est difficile de changer. Ça fait aussi partie de toute une gestion de stress. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent à ce sujet, mais on peut en plus ou moins résumer une chose à la fois. C'est quelque chose qui revient chez beaucoup d'auteurs qui parlent en tout cas de la gestion du stress, etc. Pour éviter de se faire de ce sentiment où on est un peu immergé par la pile de tâches à faire et se dire voilà, un peu quotidien. j'en prends une et j'essaye de la faire une à la fois. Ouais. Moi, j'aime bien aussi me poser la question, je rebondis parce que j'aime bien aussi ce sujet-là, je me pose peut-être avant de prendre une tâche et de faire une tâche à la fois, je me pose quand même parfois la question, finalement, parmi tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, laquelle aura le plus d'impact? Laquelle va me rapprocher le plus rapidement, en tout cas, ou le plus efficacement de l'endroit où je veux aller ou de la chose que je veux faire? Et souvent, je vais commencer par celle-là. Il y a aussi le tableau de réflexion où tout ce que tu dois faire, tu peux séparer en qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Exactement. Et donc, urgent, important, on fait tout de suite. Ce qui est urgent, si possible, on délègue. Et ce qui est important, on planifie. Et ce qui n'est ni urgent ni important, on ne fait pas. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est aussi utile. Parfois dans les listes de tâches, on a aussi des choses qui reviennent, qu'on n'a toujours pas fait. Ça fait des mois que ça traîne.
Les choses sur lesquelles on a peut-être éventuellement procrastiné. Voilà, procrastiné parce que c'est des trucs qui nous plaisent pas, qui nous ennuient. Là, ma devise, est-ce que j'ai lu quelques articles à ce sujet-là, c'est bouffe ton crapaud, vas-y, fais-le. Ah oui. Commence par ça. Ouais, commence ça, c'est débarrassé et tu le traînes plus. Ouais. Donc, et souvent, début de journée. Voilà. Parce que moi, je vois ma petite pile de volonté qui est bien pleine le matin. Tout à fait. Mais si je dois faire un truc qui me route le soir, c'est sûr que je vais pas le faire. Non, c'est sûr. Hein. Donc, allez, passez-le ce coup de fil. Rédigez cette offre qui vous ennuie. Commencez-le par le matin. Enfin, moi, j'ai plein de trucs qui traînent aussi, je dois dire. Mais il y a deux choses qui me motivent dans ces cas-là. Le premier, c'est ton futur toi va te remercier. Déjà, c'est la première. C'est vrai, ça. Moi, je pense à mon futur moi, il sera trop content d'avoir. Et ton futur toi va t'offrir un bon biscuit ou quelque chose. Ah, ça, si tu craques pour ce genre de choses. Voilà. Non, ça marche bien. Un autre truc que je me répète aussi, c'est que je me rends compte que finalement, ça va me prendre plus d'énergie pour me mettre en mouvement que la tâche que je dois accomplir. Ouais. C'est un peu comme mon fils qui met 1 heure pour faire ses devoirs, 55 minutes pour refuser de les faire, exact, et 5 minutes pour vraiment les faire. Ouais. Et là, je me dis, en fait, quand tu seras dedans, ce ne sera pas si épouvantable que ce que tu ne crois. Non, bien sûr. Pour terminer, tu sais nous faire un petit résumé de où est-ce qu'on peut te joindre si les gens veulent justement visiter ta boutique, faire un atelier signe. Fais-nous un petit résumé vite fait, s'il te plaît. Alors, pour les ateliers, pour votre entreprise, pour signer avec bébé, pour les couches lavables et aussi la location de couches lavables, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est pas grave. Tout se trouve sur www.petitemarmite.be, donc avec un seul T, marmite. On mettra tous les liens de toute façon en dessous. En un seul mot. Pour la boutique en ligne, alors il y a beaucoup de gens qui me téléphonent pour l'instant pour venir voir ma boutique, pour venir voir mon magasin. Tout est sur des étagères dans mon hall d'entrée, donc je peux pas faire. Enfin, généralement, je fais les colis le lundi et le jeudi après-midi, donc là, les gens peuvent venir voir s'ils veulent, mais il y a rien. Enfin, c'est pas joli, quoi. C'est dans des boîtes. Et donc tous les articles du shop en ligne sont sur www.zerodéchet.be. Alors zéro déchet, il n'y a pas de tiret et il n'y a pas de S au bout de déchet parce qu'il y a pas, donc il n'y a pas de S parce qu'il y a parfois des gens qui écrivent avec S. Et ma troisième activité, c'est les wrappis. Les wrappis, on les vend sur Zéro Déchet si vous voulez en acheter. Et si vous êtes un commerçant qui veut distribuer ses produits, revendre les wrappis, vous pouvez aussi nous contacter. On a aussi un site qui s'appelle www.wrappis.be. On a une 40aine de points de vente maintenant. Super. Et sinon, toutes ces activités ont chacune leur page Facebook et leur compte Instagram aussi. Ok. Voilà. Merci beaucoup Aline de nous avoir accordé ces quelques minutes. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Pour terminer, je voudrais bien sûr vous reparler très rapidement d'une des formations que je donne sur la création d'un message commercial efficace. Alors, qu'est-ce qu'un message commercial efficace ? C'est un message qui va solliciter l'engouement chez vos prospects. Et pour faire cela, il faut savoir précisément ce que vous offrez et quels problèmes vous résolvez. Et ce n'est pas toujours ce que vous croyez. Plus d'informations sur mon site kickstarterbusiness.be. À bientôt, au revoir.